Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur madines.com, le média pour comprendre l'économie de demain. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire consacré au remote work. I like to move it, move it. Je ne donne pas la référence, mais je suis certain que vous l'avez toutes et tous. On est ravis de vous accompagner et nous allons, durant ces 45 prochaines minutes, parler de remote avec nos invités que vous allez, dans quelques instants, retrouver à l'image. Je salue Maël, je salue Albert, je salue également Zahir. Je vous les présenterai dans quelques instants. Ce sujet, je vais peut-être dans un premier temps le décortiquer avec quelques éléments de contexte. En 2021, 15% des jours travaillés en France l'ont été en télétravail selon l'INSEE. Selon l'ordonnance télétravail du 22 septembre 2017, publiée au journal officiel, je cite, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué en dehors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le télétravail est d'ailleurs mis en place dans le cadre d'un accord collectif. La crise sanitaire du Covid-19 a permis au télétravail de largement se déployer. Plus de 4000 accords d'entreprise ont été signés en 2021. C'est 10 fois plus qu'en 2017, selon la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. Depuis 2017, près de 10 000 conventions collectives ont été signées pour mettre en place le télétravail dans les entreprises, d'après la DARES. Alors, si le télétravail est une tendance de fond, la question d'un environnement adapté est bien sûr indispensable pour mettre les salariés dans les meilleures conditions de travail et développer de nouveaux modes d'organisation. La question que je poserai à mes invités est la suivante: comment réduire la distance du télétravail pour justement créer de nouveaux leviers pour votre entreprise? Pour répondre à toutes ces questions, nos trois intervenants, Zahir Abdelwahab, TripAction, Albert Reynaud, Semana et Maël Lange Mastéos, répondront à toutes ces questions durant 45 minutes. Bonjour à tous les trois et merci d'intervenir sur madines.com. Bonjour. Je vous salue. Voilà, bonjour. Bonjour Je vous invite bien sûr pour... Bonjour à Zahir et bonjour Maël. Je vous invite, pour celles et ceux qui ont bien sûr des questions, à les poser dans le chat et je me ferai un plaisir bien sûr de relayer l'ensemble de vos interrogations sur le chat puisque nous sommes ensemble en direct, et je salue également les personnes qui consommeront ce contenu dans les prochains jours puisqu'il sera disponible en replay. On va faire simple pour commencer peut-être ce webinaire. On va naturellement présenter respectivement vos sociétés. Je vous laisse 90 secondes pour nous pitcher, pour nous présenter un petit peu les solutions que vous présentez. On ira un peu plus dans le détail au fil de ce webinaire. Zahir, on commence par vous. TripAction, créé en 2017 à Palo Alto aux États-Unis pour fournir une solution de voyage d'affaires. Je vous laisse nous en dire plus. Alors exactement, merci Pierre. Donc effectivement, TripAction, société californienne, comme on aime à les appeler, les scale-up, créée il y a maintenant 7 ans. Et donc la mission principale est de révolutionner le voyage d'affaires au sens large du terme. Et donc quand on dit voyage d'affaires, on le fait au travers d'une plateforme unique. Nous sommes les seuls sur le marché à proposer ça, à savoir 3 piliers: le voyage d'affaires en tant que tel, l'expense et la carte. Et l'idée, c'est d'avoir une expérience tout intégrée pour les utilisateurs. Et chez nous, l'utilisateur, ça comprend le voyageur, bien évidemment, mais également le manager qui doit approuver les voyages, également le travel manager ou l'office manager qui potentiellement va gérer les soucis logistiques, également la finance et les RH, parce que ça implique aussi la responsabilité RH quand on voyage. Donc l'idée, c'est vraiment de remettre l'utilisateur, les utilisateurs au centre et de le faire à travers d'une plateforme pleinement intégrée. Les avantages, en 2 mots, c'est quoi? Le premier avantage, notre fer de lance, c'est l'expérience utilisateur et tout part de là. Donc, on a des technologies très modernes, du machine learning, l'intelligence artificielle, des interfaces graphiques très agréables. Et l'idée est que le voyageur, qui est donc l'utilisateur central, ait une expérience sans couture et qui, au quotidien, puisse booker, changer ses voyages en toute autonomie et de façon très facilitée et, en cas de besoin, avoir le support dont il a besoin. Et donc, ça, c'est un point clé parce que c'est le point central et le point de départ, on va dire, d'un cercle vertueux. Parce que si les utilisateurs utilisent la solution mise à disposition par la société, on va avoir in fine une visibilité sur ce qui est fait par l'ensemble des utilisateurs et in fine un contrôle. Et ce contrôle, quand on parle de contrôle, ça permet plusieurs choses. Un, c'est gagner de l'argent. Pourquoi? On constate que nos clients économisent entre 10 et 30% parce qu'on va avoir des effets de levier avec des tarifs négociés sur des prestataires qu'on utilise souvent, etc. Mais aussi
parce qu'on va s'assurer que l'ensemble des collaborateurs vont rentrer dans la politique qui aura été définie et qui vont finalement utiliser tout ce qui aurait été souhaité par la société. On a une économie de temps qui est substantielle, à la fois dans la gestion quotidienne de son voyage, où l'application de façon intelligente va nous proposer déjà nos préférences, etc. Donc ça va aller beaucoup plus vite pour booker et changer son voyage, mais également pour la finance. Dans la réconciliation de l'ensemble des notes de frais qui ont été réalisées dans le cadre d'un voyage en fin de mois, nous, c'est une réconciliation qui se fait de façon automatique, là où les équipes finances peuvent passer énormément de temps. Et enfin, le On dernier y volet. reviendrait, on détaillera un peu plus en détail, effectivement, tout ce que vous proposez, effectivement, votre point de vue Également. sur le future of work et le remote. Je parlais de Palo Alto aux États-Unis, on ne présente plus celui emblématique de la Silicon Valley. Vous êtes également basé en France, à Paris. Et je salue également en commentaire, je vois Lynn, bonjour de mon coworking à Cape Town. Donc, on est vraiment, effectivement, en plein sujet du remote. On va continuer avec vous. Albert, votre solution à vous, Semana est née en août 2020. Avec Semana, on va parler de FlexOffice. Oui, effectivement. Merci Pierre, merci à tous. Et bonjour à tous surtout. Effectivement, nous, on s'est créé à la fin de l'année 2020, qu'on a tous connu cette période de confinement avec ce constat que beaucoup de monde a eu, que le télétravail, évidemment, allait s'installer dans nos vies et qu'elle allait bouleverser finalement plus largement l'organisation du travail. Et tout cela de manière assez positive. Globalement, tout le monde est en faveur, les managers, les collaborateurs, à l'idée de faire plus de télétravail. Et dans ce contexte, eh bien, se pose la question de qui est où, qui vient quand. Maintenant qu'on travaille d'une multitude d'emplacements et qu'on a cette liberté, cette flexibilité, eh bien, comment faire pour que les équipes viennent en même temps? Comment mettre en place une politique de télétravail dans un contexte où de plus en plus, on va avoir à disposition des bureaux de plus en plus petits, puisqu'évidemment, il est inutile de payer pour des espaces inoccupés. Et donc, dans ce contexte, Semana propose une solution en ligne qui va à la fois organiser les plannings de présence et de télétravail, tout en simplifiant l'affectation des espaces en flex office, et tout ça de manière très intégrée. Donc, on va s'interfacer avec Google, Microsoft, avec les calendriers Outlook, avec Teams, avec Slack, et aussi et surtout les outils SIRH pour la synchronisation des congés. Donc voilà, donc, en d'autres termes, et pour conclure, on va nous permettre aux entreprises d'opérer très simplement dans un mode qu'on appelle hybride. Merci Albert. On poursuit avec vous, Maël. Mastéos propose des investissements locatifs clés en main. Société créée en 2019 avec un développement accru puisque vous comptez déjà 400 collaborateurs et on comprendra aussi, on ira un peu plus justement avec vous sur le sujet du remote, comment le remote a participé au développement de la société. Mais avant cela, présentez-nous Mastéos. Oui, donc Mastéos, on est une solution clé en main d'investissement immobilier locatif. Aujourd'hui, on a tous le souhait de faire des investissements rentables et surtout pour notre avenir. Et nous, vraiment, le but est de vulgariser et de rendre accessible la partie investissement locatif qui peut être source de nombreux tracas et surtout par manque de temps. De pouvoir consacrer en fait le développement de notre patrimoine. Donc, on a créé une application sur laquelle on peut gérer de A à Z son investissement depuis son téléphone. Donc, on va vous accompagner sur la recherche du bien correspondant à votre besoin, à votre stratégie. On va rénover ce bien pour répondre à toutes les normes, notamment énergétiques, et de le rendre attractif sur le monde de la location. On va meubler ce bien et ensuite on va le louer au quotidien avec toutes nos équipes qui sont présentes en région. Et effectivement, on en reparlera, mais on a un gros enjeu de notre côté puisqu'on est implanté dans énormément de villes en France et même dans d'autres pays. 400 collaborateurs recrutés en 3 ans, c'est un sacré record, un sacré challenge et on comprendra un petit peu plus en détail comment le remote a permis à développer la société. On présentait en préambule des chiffres très importants, 10 000 conventions collectives qui ont été signées depuis 2017, c'est énorme, le remote est en pleine explosion, ça on le sait toutes et tous. Les organisations ont été naturellement bouleversées par de nouvelles façons de travailler. On va parler de tendances. Quelles sont les grandes tendances du remote depuis la crise sanitaire, Zahir? Pour comprendre le future of work, il faut peut-être comprendre le contexte du télétravail. Le travail à distance est devenu un sujet majeur.
Alors, oui, les grandes tendances qu'on voit sur le télétravail au travers de nos 8800 clients dans le monde, donc on a une base assez conséquente et principalement, on a des grands comptes, mais on a aussi beaucoup de scale-up et de start-up dans cet écosystème, dont beaucoup en France, on va y revenir, mais une des grandes… le premier point, je pense, c'est la nature des déplacements. En fait, on a aujourd'hui des travailleurs de nature différente, on a des digital nomades qui sont à travers le monde et qui bossent uniquement, on a vu aujourd'hui, il y a Lynn, je crois, qui est depuis Cape Town, donc je serais intéressé de savoir ce qu'elle fait à Cape Town, mais il n'est pas impossible qu'elle bosse pour une société française. On a des personnes en full remote, c'est-à-dire il y a des sociétés, on va le voir après, comme Virtuo, qui est un de nos clients, ou Assess First, par exemple, qui n'ont plus de bureau physique et qui se rejoignent régulièrement dans des WeWork ou dans des espaces partagés. Et puis, on a enfin le télétravail plus classique de personnes qui va s'installer à la campagne, donc voilà, et qui vient à Paris ou au bureau 2 fois par semaine. Donc, finalement, on a vraiment cette nature des travailleurs qui a changé. Et donc, on a aussi un phénomène sur les off-site. C'est-à-dire que maintenant, le voyage d'affaires n'est plus uniquement aller voir des clients, mais c'est aussi beaucoup rejoindre son équipe et voir son équipe, soit pour aller au bureau, soit pour faire des team meetings, parce que dans ces nouvelles formes, ce qui se développe beaucoup, c'est de dire une fois par trimestre, une fois par mois, on va réunir tout le monde, et donc c'est considéré comme un team meeting. Donc voilà, ça c'est je pense le premier élément. On voyage différemment, on voyage tout autant, mais différemment peut-être. Le deuxième, c'est autour de la culture d'entreprise. Il y a un shift où effectivement, on le voit aujourd'hui avec Semana bien sûr présent sur ce call, on a la nature des locaux d'entreprise a changé. On a aussi beaucoup d'équipes dispatchées à travers le monde. Je parlais tout à l'heure de nos clients, surtout en France. La plupart de ces scale-up, elles ont un bureau en France et puis elles ouvrent en Europe, puis aux États-Unis, etc. Donc, les sociétés sont aussi dispatchées un peu à travers le monde. Et dans ce dispatch, elles utilisent de plus en plus des espaces communs. Et donc, il y a un phénomène sur cette culture d'entreprise aussi qui est assez fort, c'est la nature des outils qui sont mis à disposition des employés. Parce qu'on est passé dans une ère un peu toute digitale et remote, et donc on a fait un bond technologique énorme. McKinsey parlait d'un bond de 7 ans en l'espace de 18 mois de Covid, parce que en fait, ce travail à distance nous a forcé à vraiment améliorer les outils digitaux. Et puis le dernier point, c'est d'un point de vue aussi RH et recrutement, ça fait partie des questions des employés, candidats. Est-ce que vous avez du télétravail? Est-ce que vous avez des outils qui te permettent de faire facilement? Est-ce que je dois avancer mes frais pour venir au bureau une fois par mois? Donc, il y a aussi là un besoin des entreprises de fournir des outils plus avancés et qui répondent mieux aux questions des candidats, puisque le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est bien le recrutement. Et donc, ce pan devient un sujet majeur dans les entretiens d'embauche. Un contexte de remote avec des configurations de remote qui, vous nous l'avez dit, sont très différentes d'une société à une autre. Un bond technologique, effectivement, comme vous venez de nous le dire, effectivement, la question de l'attractivité se pose pour les RH. Albert, le télétravail demande à ces RH, justement, des entreprises de mettre en place justement une politique de télétravail, d'objectiver des règles pour tous. C'est en lien avec ce sujet de l'attractivité qui est nécessaire pour les sociétés. Comment on construit cette politique de télétravail? Comment on arrive à la mettre en place? Effectivement, donc les entreprises se sont retrouvées un petit peu démunies et surprises au moment de l'urgence du Covid et ont dû mettre en place toutes ces choses-là dans l'urgence. Mais maintenant qu'on prend un peu de recul là-dessus, on voit bien on voit émerger finalement une forme de méthodologie pour mettre en place tout ce dispositif de travail que nous on appelle hybride, que l'on peut décomposé en 2 étapes, finalement une première étape d'audit, Zahir en a un petit peu parlé, qui consiste à finalement mener un travail de mapping de son organisation pour comprendre dans les détails le rapport que ses collaborateurs vont avoir avec à la fois le télétravail, mais aussi les bureaux. Donc, mon rapport au télétravail, est-ce que j'ai de l'espace pour travailler chez moi? Est-ce que j'ai l'équipement? Est-ce que j'ai des enfants autour de moi, etc. Et de la même manière, est-ce que j'ai envie d'aller au bureau? Est-ce que j'habite loin et donc j'ai la mobilité ou c'est une contrainte pour moi de me rendre dans le bureau? Et pourquoi aussi, en tant que collaborateur, je peux avoir envie d'aller au bureau les motivations peuvent varier en fonction des collaborateurs. Donc, avoir cette compréhension est un point de départ essentiel pour après ça bâtir, comme vous venez de le demander Pierre, une politique de télétravail qui, et c'est là que j'insisterai le plus, aura une capacité à s'adapter
aux besoins et aux différences qu'on peut trouver entre les collaborateurs. Donc, une forme de personnalisation, une forme de granularisation de la politique que l'on va pouvoir objectiver. Parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. On sait que le rapport au télétravail est différent d'un collaborateur à l'autre, mais comment mettre des règles, comment faire pas du cas par cas et comment, dans une organisation un petit peu grande, faire ça de manière un peu rationnelle. Et donc, objectiver cette politique en fonction de 3 dimensions. La première, c'est eh bien, le métier, évidemment, du collaborateur. On se rend compte de manière assez évidente que faire du télétravail, c'est pas pareil lorsqu'on est dans une équipe IT ou quand on est en sales, marketing, comptable, etc. etc. Deuxièmement, prendre en compte finalement la seniorité du collaborateur, l'expérience du collaborateur. Encore une fois, intuitivement, on se rend bien compte que ce n'est pas la même chose que lorsqu'on est stagiaire de faire du télétravail que lorsqu'on a 15-20 ans d'ancienneté ou quand on a que quelques mois d'ancienneté dans l'entreprise et le besoin de formation est important. Eh bien, ce n'est pas la même chose que quand on est déjà complètement aguerri à notre poste. Et dernier élément à prendre, dimension à prendre en compte au moment de designer sa politique de télétravail, ça va être les contraintes personnelles. Quand on habite loin, comme on l'a dit, qu'on ait des enfants, qu'on a un problème de santé, on a un petit appartement, on voit bien qu'il y a plein de cas, de figures personnelles qu'il va falloir prendre en compte aussi au moment d'aller personnaliser cette politique de télétravail. Maël, en tant que RH de Mastéos, on parlait tout à l'heure, le télétravail, le remote a participé de façon très accrue au développement de l'entreprise. Comment, justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de Mastéos grâce justement au remote? Oui, donc déjà que on a vu le jour en février 2019, donc vraiment très peu de temps avant notre épidémie de Covid-19. Donc déjà, d'un point de vue sanitaire, ça a été un gros jeu, puisque tout ce que l'État a mis en place pour contrôler l'épidémie, nous avons dû forcément nous adapter face à ça. Donc, ça a été aussi pour nous l'occasion en fait de développer en fait notre société dans d'autres villes où on est implanté, puisque de toute façon on était déjà obligé de pratiquer le télétravail. Donc, on a vu le jour donc en région parisienne, sauf que dès le départ, on a commencé à accompagner nos clients, que ce soit en région lilloise, sur la région marseillaise, bordelaise, et puis petit à petit sur encore plein d'autres régions. Donc en fait, naturellement, c'est un modèle qui s'est mis en place chez nous, puisque voilà, aujourd'hui, sur les 400 collaborateurs, il y en a 100, 150 qui sont sur Paris et le reste est partout dans l'est de la France. Et on a notamment aussi, c'est ce que Albert citait, on a un gros enjeu en fait d'attractivité et Zahir en parlait aussi. C'est devenu en fait un élément phare pour recruter des talents. Aujourd'hui, certains ne veulent plus venir au bureau parce que ils ont des compétences, mais ils habitent des fois dans de plus petites villes ou dans des secteurs dans lesquels les startups, les scale-up ne s'implantent pas. Donc, c'est un vrai enjeu. Nous, notamment, on a toute notre équipe tech qui est totalement en full remote. Et on les réunit une fois par mois. Donc c'est ce que Zahir disait, une fois par mois, en fait, ils sont tous conviés sur Paris pour se rassembler, pour créer du lien. Et ça, on le constate aussi avec plein d'autres équipes. Et moi, je suis aussi la première concernée, puisque aujourd'hui, je suis dans nos bureaux parisiens, mais en réalité, je vis dans le sud de la France. Et donc, tous les mois, je me déplace sur Paris pour être avec mes équipes et être avec les autres membres de la société. Je suppose que le déploiement du remote a été peut-être facilité de par le fait qu'en fait la société venait à peine de se lancer et que c'est aussi dans l'ADN même de Mastéos. Exactement, en fait, dès le départ, on a pris en fait les bonnes pratiques. On n'a pas eu à transformer la société. En fait, dès le départ, on a commencé à travailler avec des outils de communication, des routines en fait particulières pour nous permettre en fait ce travail à distance et pas centraliser en fait tout dans un bureau.
Alors Albert, parmi les tendances, hein, vous nous disiez que vous observez justement que les besoins de télétravail étaient différents d'un métier à un autre. L'entreprise doit être capable finalement d'adresser des organisations de remote en fonction des besoins et donc des métiers. Quelles sont peut-être les populations de métiers concernées par le télétravail? Peut-être même si on peut avec vous aborder le sujet de leur proportion et pourquoi considérez-vous que le flex office, hein, c'est au cœur même de votre solution, est une formule gagnante pour l'entreprise? Effectivement, moi, je vais aller dans le prolongement de ce que décrivait Zahir tout à l'heure, qui consiste à dire que les entreprises aujourd'hui, et Maël en est une illustration parfaite, sont amenées à gérer trois populations différentes en parallèle. On compte environ 30% de personnes qui sont plus de 4 jours au bureau par semaine. On compte environ la moitié des collaborateurs qui sont dans un mode qu'on appelle hybride, donc qui sont 2, 3, 4 jours au bureau par semaine. Et enfin, ceux qui sont les télétravailleurs, plus de 4 jours par semaine au bureau. Et là, on compte environ 20%. Donc, ce dont je vous parle là, c'est la communauté d'utilisateurs Semana, hein, qui donc constitue trois populations différentes et trois populations dont le mode de fonctionnement est assez différent et donc difficile à gérer pour les managers, pour les responsables RH. Contre toute attente, on se rend compte que ce sont les jeunes qui veulent aller au bureau et non pas le personnel un petit peu plus traditionnel. Les jeunes sont souvent des gens qui ont besoin de s'imbiber des interactions, qui ont besoin aussi d'apprendre leur métier en interagissant au bureau. Et au contraire, les personnes plus expérimentées ont généralement un cadre de vie plus acceptable pour pratiquer le télétravail et habitent de temps en temps aussi plus loin pour avoir des enfants et donc sollicitent plus la pratique du télétravail. Donc, pour les entreprises, comme je l'ai dit, ça fait émerger cette question de comment à la fois gérer cette population croissante de télétravailleurs et donc ces trois différentes populations en même temps et comment gérer finalement cette hétérogénéité, comment respecter une forme d'équité entre les équipes et maintenir une forme aussi de productivité, évidemment, dans son organisation. Donc, de vrais challenges. Et derrière tout cela, puisque vous posez la question, Pierre, comment est-ce que le flex office se positionne? Et j'ai envie de dire, il s'impose de manière assez naturelle pour les entreprises, le calcul étant assez évident. Concrètement, on a aujourd'hui une moyenne, un coût moyen par desk et par collaborateur annuel qui est de 10 000 euros. Quand on sait qu'on travaille environ, on va dire, 2 jours et demi par semaine, ça correspond à 50% d'espaces qui sont en permanence inoccupés, soit 5 000 euros de loyer gaspillé. Donc évidemment, la question n'est pas d'opérer avec la capacité minimum, parce qu'il y a des pics. Les gens veulent venir généralement plus le jeudi et le mardi, et personne ne veut venir le lundi et le vendredi. Par contre, on voit bien qu'il y a une marge de progression, une capacité de rationalisation, de réduction des espaces pour faire des économies assez significatives. Donc, c'est de là que finalement émerge le besoin de faire du flex office, de passer dans un mode de ressources partagées, puisque évidemment, il y a moins de postes de travail que d'effectifs. Et l'entreprise de Maël en est un témoin. Ils sont beaucoup plus que ce que la capacité des bureaux parisiens permet de recevoir. Et donc, ils s'organisent des plannings pour se retrouver en équipe ou pour se retrouver en dehors du bureau, puisque le besoin de se retrouver reste de toute façon inhérent. Voilà. Merci Albert. On va basculer avec vous, Maël. On parlait de cette implantation dans plus d'une quinzaine de villes. Vous êtes également présente en Espagne. Vous nous avez effectivement parlé un petit peu de ces routines, de ces rituels que vous mettez en place. On va aller un peu plus dans le détail sur les caractéristiques de votre modèle du remote. Qu'avez-vous mis en place justement pour que le développement de Mastéos soit bien sûr conditionné par de bonnes mises en place de remote? Oui, du coup, en fait, déjà, nos postes sont identifiés concernant ceux qui peuvent se réaliser en remote et ceux qui ne peuvent pas. C'est aussi un choix de la part des différents managers. On en parlait avec les populations qui peuvent être un peu plus jeunes, qui ont besoin d'être au bureau pour apprendre. C'est important pour nous en fait dans cette phase en fait de connaissance et à la fois connaissance métier mais aussi connaissance du fonctionnement de la société, de pouvoir inciter nos collaborateurs à venir sur place pour effectivement emmagasiner de l'information. Et puis, une fois que tout le monde est en place, maîtrise son poste, ses compétences,
effectivement, le remote se met davantage en place, ou des fois est dès le départ prévu par la fiche de poste. Donc, on a effectivement identifié ces postes, et puis ensuite on a travaillé en fait sur la manière dont on peut déployer le télétravail sur certaines missions. Donc, ça passe par des outils très collaboratifs. Ça c'est évident. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi toute la partie zéro papier, qui travaille là-dessus, parce que forcément, quand on est totalement en remote, on peut pas se permettre d'avoir un dossier qui traîne dans un placard. On est obligé de tout avoir en ligne à disposition. Et donc ça a été un grand tournant pour nous, qui a été majoritaire. Et puis aussi, voilà, c'est les routines métiers qu'on peut avoir. Donc ça peut être des moments d'équipe qui peuvent être aussi à distance. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc soit certaines équipes ont des routines journalières, certaines équipes ont des routines plutôt hebdomadaires, mensuelles, de manière vraiment à fédérer et pouvoir en fait, continuer de créer du lien, continuer d'avancer ensemble sur les objectifs en fait, communs des équipes et de la société. Merci Emmaël. On le disait, Zahir notamment, la mobilité a profondément évolué, épousant le nouveau modèle de remote, ce qui a métamorphosé l'essence même du voyage d'affaires. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Zahir. Ce grand shift bouscule naturellement les process liés aux politiques de mobilité et d'accueil des salariés. Vous nous le disiez tout à l'heure, Maël. TripAction et Semana organisent le remote avec des services clés en main. Quels sont les bénéfices de vos solutions? On commence par vous, Zahir. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'axe principal, c'est l'expérience utilisateur. Donc, on va commencer avec quelques exemples concrets sur ce que ça peut permettre. En fait, ce qu'on veut, c'est rendre le voyage d'affaires un non-sujet, une expérience sans couture et débarrasser les collaborateurs de l'angoisse et de la perte de temps liée au déplacement. Par exemple, on a tout un service de support et d'assistance en chat et en live au cas où il y a des problèmes. Donc, typiquement, ce que je peux faire, c'est je suis à Londres en rendez-vous, je sais que je vais louper mon train, je veux le décaler, je prends mon téléphone une seconde. Sur le chat, bonjour, merci de me déplacer mon vol ou mon train sur celui d'après. Au revoir. Je tourne le téléphone, je continue ma réunion et je n'ai besoin de m'occuper de rien. On me demandera certainement une confirmation par rapport aux propositions, mais tout est contextualisé, le support sait qui je suis, tout est déjà intégré. Un autre élément, je prends un exemple client, par exemple, Pierre Auger, qui est plus une start-up dans les produits de beauté, il nous disait que grâce à nous, il gagnait en moyenne 1 à 2 jours par mois sur la gestion des notes de frais. Effectivement, l'enfer des notes de frais, de pouvoir regarder tous les tickets, les agrafer, les envoyer à la compta, c'est d'un autre siècle, cet usage-là. Et donc, typiquement, avec notre solution intégrée où on a la carte et l'expense. On parle d'expense, mais en fait, on n'a pas d'expense. C'est-à-dire que quand on paye avec la carte sait que je suis dans un voyage, sait que j'ai le droit à tel et tel plafond, donc adapte les plafonds de la carte et va créer automatiquement un rapport qu'on appelle une expense, mais ce n'est pas la même définition que ce qu'on avait connu jusqu'à présent. Et donc, l'utilisateur n'a rien à faire. Et donc, il n'a pas à gérer ses expenses puisque c'est fait dans le système. Et on a aussi un système intégré où même si l'utilisateur avance les frais, parce que ce que je viens de décrire, il n'a pas besoin d'avancer les frais, nous, société, on va rembourser en 48 heures l'utilisateur et la société va nous rembourser après. C'est un point très gênant pour les collaborateurs d'avancer les frais. Ils ne veulent pas le faire. Donc, pour les sociétés qui n'ont pas mis de carte dans notre système, on rembourse quand même les frais et la société nous rembourse après. Donc, voilà, c'est ce genre de petits éléments qui vont augmenter l'expérience et ce qu'on veut, c'est que les utilisateurs soient très contents. Mastéos, c'est effectivement qu'un de nos clients aussi en France, parmi les nombreuses startups. Ce qu'on attend, c'est est-ce que les utilisateurs sont contents? Est-ce que la finance est content? Une fois qu'on a ça, on a un cercle vertueux. Si tout le monde utilise, on passe à de l'adoption, à la visibilité, au contrôle. Et donc, c'est là où on peut permettre des économies. Une question à laquelle j'ai été très étonné, beaucoup ne savent pas répondre, c'est combien vous dépensez en voyage d'affaires chaque année, tout compris. Et même ceux qui ont des solutions de marché
la plupart ne savent pas répondre. On a la réponse dans moins de 5% des cas. Donc déjà, nous, on peut permettre cette visibilité et en plus, on le fait en temps réel parce qu'on parlait de notes de frais juste avant. Si les personnes avancent leurs frais, font leurs notes de frais, elles les font quand? Elles les font entre 3 et 6 mois après le déplacement. Donc en fait, on a un lag de 3 mois et la société ne peut pas adapter en temps réel sa politique de déplacement et dire bah là, on a besoin, et typiquement dans ces périodes de crise actuelles, on a besoin en temps réel de savoir ce qu'on dépense et comment on peut finalement jauger et adapter cette politique. Ça, c'est un autre élément. Puis on a un business model qui est très fair, on a un frais de dossier unique qui est très transparent pour l'utilisateur. Donc on permet aussi de faire des économies de volume à nos clients parce qu'on peut aller négocier. Typiquement, je viens d'entendre un de nos clients qui était très satisfait, plutôt grand compte cette fois-ci, Bureau Veritas sur la plaque Amérique, on est un des fournisseurs. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis nos consultants pour aller négocier avec les grands hôtels parce que eux, leurs dépenses allaient en dizaines de millions d'euros. Et donc, on a été négocié pour eux auprès des grands hôtels. Donc voilà, c'est ce genre de service qu'on peut délivrer pour faire économiser entre 10 et 30%. Le troisième point, si j'ai encore un peu de temps, allez-y, bien sûr, allez-y. Ça va être sur les besoins RH et RSE. On parle beaucoup de RSE, mais la première question, c'est combien on dépense en empreinte carbone. On n'arrive déjà pas à savoir en euros combien on dépense pour les affaires, donc autant vous dire qu'en dépense carbone, personne n'en a aucune idée. Donc nous, on va intégrer justement des outils de mesure à l'intérieur de l'outil. On va pouvoir budgéter pour la compagnie, on va pouvoir montrer à l'utilisateur combien il a dépensé en carbone, tout ça au sein de l'application. Et on a aussi le bien-être. On parlait des RH tout à l'heure, c'est pas par hasard que on est sur ce call avec Maël et non pas un CFO ou autre. Cette fonction RH est puissante aujourd'hui. C'est une fonction qui prend de l'ampleur dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, dans tous nos paradigmes. Et donc, on a un dashboard bien-être pour voir qui sont les utilisateurs qui voyagent trop. Typiquement, on va pouvoir mettre des alertes en disant cet utilisateur a été en red eye plusieurs fois d'affilée, etc. Il faut peut-être lui proposer un upgrade ou il faut peut-être lui proposer un peu plus de repos. Donc, on va vraiment voir, entre guillemets, qui voyage quand, comment, est-ce qu'on n'atteint pas la limite. Et le dernier point, c'est aussi la visibilité. On a un dashboard temps réel où les RH peuvent voir qui voyage où, comment. On a eu dans ce monde qui est économiquement instable, mais aussi d'un point de vue sécurité, on a eu, nous, le malheur d'avoir une ville où il y a eu un attentat il y a quelques temps. Et donc, en 30 secondes, notre RH a pu aller sur la ville, voir qui voyage en temps réel dans cette ville, les contacter par rapport à la plateforme, etc. Donc, on va aussi intégrer un petit peu de suivi RH et de localisation des employés pour s'assurer qu'on puisse leur porter assistance en cas de besoin. Voilà, donc c'est un exemple non exhaustif de tout ce qu'on peut faire. On a juste brossé la surface, mais voilà, on mise tout vraiment sur l'expérience utilisateur et ensuite tous les autres bénéfices en découlent. Merci Zahir, et justement vous nous parliez de tous ces bénéfices. On va aussi parler bien sûr du retour d'expérience de Mastéos avec Maël qui a justement travaillé sur votre solution. Vous avez utilisé TripAction. Est-ce que vous pouvez justement nous faire un retour d'expérience, Maël? Comment justement, quel est l'intérêt de la solution pour l'organisation du remote de votre entreprise grâce à cette solution TripAction? Oui, effectivement. Alors, on est utilisateur maintenant depuis quelques mois. En fait, effectivement, à un moment, il s'est posé la question de la gestion de nos voyages, puisque, comme l'a dit Zahir, quand on a fait notre rendez-vous, on était incapable de dire ce qu'on dépensait en termes de voyage, parce qu'à l'époque, tout le monde utilisait effectivement les applications courantes de transport, mais de transport en fait à titre personnel. Après réalisation de notes de frais ou pour certaines personnes l'utilisation de cartes professionnelles, mais pour la finance, pouvoir resynchroniser tout ça et sortir un chiffre clair, c'était un vrai casse-tête. Aujourd'hui, on le sait, on est tous dans une dynamique de maîtrise de nos coûts, d'optimisation. Donc, pour nous, en fait, c'était important de trouver un outil qui nous permettait à la fois de donner une super expérience collaborateur pour les utilisateurs qui vont se déplacer, mais aussi pouvoir simplifier la vie au quotidien à notre service financier. Et nous, service RH, pour avoir cet argument en fait supplémentaire, donc que ce soit pour attirer des talents, mais aussi pour les fédérer. C'est vrai que le choix, voilà, c'est porté sur TripAction et nous, on est super heureux. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, Zahir le disait, on peut tout réserver depuis notre téléphone. C'est vraiment un bonheur, surtout nous qui sommes beaucoup, soit en remote, soit en transport. C'est l'occasion en fait d'aller vite.
Et surtout, en fait, de ne plus aussi avoir à se poser la question de se dire est-ce que ça rentre dans la politique de l'entreprise, est-ce que je suis hors politique. Non, en fait, tout est configuré dans l'application. On a juste en fait à réserver son voyage, à pouvoir le compléter quand on a besoin de le compléter, si jamais voilà, la feuille de route a changé entre-temps. Et puis, d'un point de vue pilotage aussi, c'est extrêmement simple. Et surtout, l'équipe est très disponible aussi pour nous accompagner sur toutes les parties, à la fois configuration, mais aussi réalisation lors des voyages. Merci. Maëlle, même question pour vous. Albert, quels sont les bénéfices de votre solution Semana? Oui, peut-être vous l'avez déjà on l'a un peu déjà abordé, mais la mission de Semana est d'organiser ce qu'on appelle le travail hybride. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise hybride? C'est d'abord une entreprise qui pratique à grande échelle le télétravail, donc à raison de plus de 1,5 jours par semaine. Mais c'est aussi une entreprise qui propose à ses salariés de travailler à de plus en plus d'endroits différents, donc que ce soit à la maison, le bureau, mais aussi dans les espaces de coworking, dans des cafés, ou alors des entreprises multisites, comme c'est le cas de Mastéos. Et donc, dans ce contexte, combien de fois on se pose la question de est-ce que tu viens au bureau demain? Quand est-ce qu'on se voit pour travailler sur ce projet? Je suis venu au bureau, mais il n'y avait personne. Ou alors, je viens, mais où est-ce que je m'assois? Donc, c'est des questions qu'on ne se posait pas dans le passé, avant le Covid, et qui de plus en plus font partie de notre quotidien. Et donc, dans ce contexte, Semana va proposer une solution en ligne pour ses collaborateurs, pour l'ensemble de l'organisation, et va leur permettre d'abord d'organiser les plannings de présence. Donc, je vais pouvoir déclarer ma semaine, choisir mon statut, je suis au bureau, en télétravail, en déplacement chez le client, etc. Je vais pouvoir définir des semaines type aussi pour automatiser un petit peu ce processus-là. Et je vais pouvoir aussi me soumettre à la politique de télétravail de l'entreprise. Donc, probablement, j'ai le droit de faire pas plus que 3 jours de télétravail par semaine. Il faut que je sois là tous les lundis, ou alors il faut que je sois tous en télétravail le vendredi, etc. Mais Semana va aller plus loin et va aussi vous proposer d'organiser l'affectation des espaces, donc en flex office effectivement. Donc organiser les espaces, c'est de proposer un système d'affectation des bureaux ou des zones selon des règles, selon un historique de réservation, selon les équipes, selon les disponibilités. On va pouvoir réserver ces espaces, mais aussi des salles de réunion directement depuis l'interface. Et tout ça de manière très intégrée dans le sens où on va s'interfacer avec, comme je l'ai dit, Google, Microsoft, avec Outlook, avec Google Calendar, mais aussi avec des outils de communication comme Teams, comme Slack. Et enfin, on va s'interfacer avec les outils RH pour synchroniser les jours de congé et de télétravail. Tout ça dans le but d'éviter la double saisie, d'éviter de consolider toute la data pour les RH, mais aussi d'avoir une expérience unifiée dans l'écosystème digital du client. Donc, pour conclure, pour les responsables RH, on va leur permettre de mettre en place une politique de télétravail, de mettre en place des règles de flex office, de maintenir dans ce contexte hybride une forme de cohésion, de productivité pour ces équipes et aussi, par la même occasion, maintenir cette culture d'entreprise hybride qui n'est pas évidente à construire dans ce contexte. Je vous donne un exemple. On a un client qui s'appelle Ecovadis qui, lui, a défini des règles de jours fixes de présence. Et ces jours fixes de présence, ils n'ont pas pour vocation de juste imposer les choses aux collaborateurs, mais surtout ont vocation de faire en sorte que les équipes viennent en même temps. Dans ce contexte où on fait beaucoup de télétravail, eh bien, il est important de se mettre d'accord pour venir en même temps en équipe, pour avoir au moins ce jour-là où on peut délier les aspects un petit peu moins, un peu plus implicites du travail, et donc avoir des jours de collaboration. Pour les services généraux, enfin, ça va leur permettre de maîtriser le taux d'occupation des espaces, rationaliser les espaces, comme on l'a vu tout à l'heure, faire des économies et gérer cette affectation des bureaux de manière beaucoup plus simple, en incluant ici, évidemment, la gestion des salles des réunions. Je vous donne l'exemple de La Centrale, que vous connaissez peut-être, une plateforme de vente d'occasion, de voitures d'occasion, qui, grâce à notre outil, est en capacité de faire entrer finalement 180 personnes dans un espace d'une capacité de 100 postes de travail, donc une contrainte capacitaire relativement importante. Et donc, par un système de zoning, de règles de présence, par équipe, eh bien, ils s'en sortent de manière assez simple finalement. Donc, voilà un peu la raison d'être et la mission de Semana.
Merci Albert. Sur le sujet Future of Work, ma dernière question, on parlait justement de cette hybridation des modèles qui met fin, vous le disiez, à l'espace de travail traditionnel, s'il y a un impact naturel sur l'organisation, la structure, l'aménagement, la tech, et vous l'avez présenté au travers de vos solutions, et poursuivre la dynamique de disruption. On va faire un peu de prospective justement à partir des sujets précédents avec ce thème de Future of Work. Quels changements majeurs accompagneront le mode d'organisation de l'entreprise du futur? On commence avec vous, Zahir. En fait, je dirais qu'il y a un mouvement effectivement où on a eu beaucoup de télétravail forcé lié au Covid. Il y a aussi une question qui se pose de savoir si on n'a pas atteint les limites du travail à distance, parce qu'on voit aussi un effet quelque part de retour au bureau pour certains, pour certaines entreprises. Et donc, je pense que les choses sont bien quand elles sont équilibrées et que en fait, cette facilité, cette flexibilité, elle permet justement d'être plus concentré sur le travail. Donc, typiquement aujourd'hui, parlons-en. C'est une journée de grève nationale, extrêmement difficile de se déplacer. C'était un non-sujet. C'était un non-sujet parce qu'on est déjà tous organisés, etc. Et on est déjà habitué à le faire. Donc, je pense que c'est très positif pour le travail. Pour autant, à l'inverse, on a aussi des changements. J'ai, dans ma carrière, toujours eu à gérer des équipes de vente. Et donc, je m'inquiétais par le passé d'avoir des commerciaux qui étaient trop souvent au bureau. C'est-à-dire que je voulais qu'ils sortent en clientèle et rencontrer les clients. En fait, je me rends compte que tous les meetings clients aujourd'hui, 90% se font encore en Zoom. Pour le coup, c'est quelque chose qui a complètement disparu. Et donc, par nature, les sales ont tendance à vouloir venir plus au bureau, surtout les juniors, parce qu'ils ont besoin d'apprendre, en fait. Et que, in fine, dans cet aspect de travail, il y a quand même une collaboration qui est hyper importante et qu'on a besoin d'avoir ces outils pour être flexible quand on en a envie, quand on en a besoin, quand finalement on a un équilibre qui est meilleur, mais on a aussi envie parfois de revenir au bureau et d'avoir un contact visuel avec nos collègues. Je pense que ça, c'est une vraie question. Il y a peut-être des équilibrages qui vont se créer parce que la productivité des équipes va être aussi impactée finalement par ça. Donc, c'est pour ça que je mets un peu un bémol, entre guillemets, pour ne pas transformer ce mouvement en doctrine, mais il faut vraiment prendre, je pense, le meilleur. Et donc, ce qu'on peut imaginer pour les entreprises, c'est justement qu'elles se préparent pour maîtriser le mouvement et pas le subir, et donc en tirer le meilleur parti qu'elles puissent de ça. Je pense qu'il y a aussi un lien, ou en tout cas la façon dont les outils sont utilisés. On avait avant des outils qui étaient plutôt top-down, c'est-à-dire qu'on avait le CRM dans l'entreprise, on avait le ERP, etc. C'était des logiciels que nous, au quotidien, on doit remplir pour faire bien fonctionner. Et je pense qu'il y a aussi une remise en question des acteurs du logiciel où on remet tous l'utilisateur au centre en se disant ce sont les outils de collaboration des collaborateurs et comment on utilise et comment on agrège l'ensemble des outils pour faire fonctionner la société. Ça, je pense que c'est également quelque chose qui émerge. Et puis enfin, il y a un quid sur la nature même du type d'embauche. Est-ce que tout ce mouvement-là annonce une réduction drastique du salariat et un essor du freelance? C'est aussi peut-être quelque chose vers une société vers laquelle on va tendre, parce qu'on va plus se considérer comme forcément salarié ou collaborateur d'une société, mais contributeur avec certaines compétences et à disposition de plusieurs sociétés. C'est aussi un mouvement de fond qu'on voit s'opérer avec une augmentation du freelance, et donc c'est aussi un sujet à surveiller. Merci Zahir. Je vous propose pour celles et ceux qui nous suivent sur madines.com de répondre à ce sondage que nous venons de diffuser, publié à l'instant. Continuez-vous le télétravail après la crise Covid? Réponse oui, mais ce n'est pas évident, ou réponse non, allez-y. On aura bien sûr un plaisir de vous restituer les résultats de ce sondage. On continue avec vous, Maëlle. Quels changements majeurs accompagneront le mode d'organisation de l'entreprise du futur, vous en tant qu'RH? Oui, je rejoins Zahir sur beaucoup de points. Effectivement, en fait, je pense que c'est important, que ce soit en tant qu'entreprise et en tant que collaborateur, en fait, d'estimer que le télétravail, en fait, reste une opportunité. C'est pas un acquis et c'est pas une contrainte non plus. Justement, il faut trouver le juste milieu pour que ça continue de fonctionner. Surtout, on voit tous aujourd'hui, on est dans des sociétés avec de plus en plus de services, de plus en plus de spécificités et qui ne sont pas toujours compréhensibles facilement par tout le monde. On voit émerger énormément de nouveaux métiers
Et en fait, si on perd ce contact qu'on a quand on est au bureau, c'est aussi comme ça qu'on crée en fait des disparités entre nos collaborateurs. Et c'est important que tout le monde puisse aussi maîtriser les enjeux de chacun. Parce que le meilleur moyen de comprendre les pain points de quelqu'un, c'est de l'avoir assis juste à côté de soi. Et notamment, je pense aux équipes commerciales qui ont tout leur aspect voilà, de prospection, de trouver de nouveaux clients, qui ensuite passent leurs clients à tout un service de customer success. En fait, c'est aussi important que le commercial connaisse les aspects de la vie du customer success pour aussi mieux effectuer une mission. Donc, c'est important voilà, de créer vraiment cette émulsion collective et ne pas en fait, isoler aussi les personnes parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on a tout un aspect social et santé en fait derrière parce que nombreux sont les collaborateurs qui ont souffert de se retrouver en fait en télétravail forcé. On n'oublie pas aussi les étudiants qui se sont retrouvés dans ce style de situation. Donc je pense en fait aujourd'hui on a énormément d'outils, de pratiques. On a su en fait s'adapter de manière très agile sur une période très courte et on retirer tous les aspects positifs, mais aussi être très vigilant à toutes les contraintes et tous les aspects négatifs que ça a pu engendrer, justement pour avoir l'opportunité aujourd'hui de créer un monde qui corresponde à la manière de chacun de fonctionner et surtout de garantir la productivité de l'entreprise, qui reste quand même le premier maillon d'importance. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on a besoin d'être focus tous ensemble pour tirer un projet vers le haut et non pas chacun de notre côté. Merci Maëlle. Même question pour vous, Albert. Oui, je vais essayer d'éviter de répéter ce qui a déjà été dit et qui est tout à fait juste. Moi, je vais dans le prolongement de ce que disait Zahir. Effectivement, il y a eu un mécanisme de balancier sur la pratique de télétravail. D'abord, on s'est retrouvés tous confinés, tout le monde en télétravail. Puis après ça, les gens sont revenus au bureau. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on converge vers beaucoup plus de télétravail qu'avant le Covid. Donc, on a cranté sur un niveau supérieur et qu'on n'est pas parti pour un retour en arrière. Que c'est le fruit de l'aspiration à la fois des collaborateurs et des managers, et que les entreprises qui ont décidé de faire revenir tout le monde au bureau comme Tesla ou Apple se sont un petit peu fait taper sur les doigts. Donc là-dessus, clairement, on converge aujourd'hui vers 2-3 jours de télétravail par semaine en moyenne. Ce sont des moyennes et c'est important, comme on l'a dit tout à l'heure, de comprendre que derrière, il se cache une forme d'hétérogénéité. Derrière, autre tendance, c'est effectivement la pression immobilière que ça peut, auquel cette tendance est associée. On va vers une réduction des surfaces. Aujourd'hui, les bureaux auxquels que l'on peut observer sont tous en surcapacité. Et peut-être que vous pouvez le constater que vos bureaux sont en général très peu occupés, ce qui donne une forme un peu de froideur dans la culture de la boîte. C'est pas forcément une bonne chose d'avoir des bureaux qui sont trop grands. Donc voilà. Donc après vous présentiez ce chiffre de 10 000 euros. C'est ça, effectivement, au-delà des coûts, je pense que même pour les collaborateurs, c'est pas très sympa d'avoir un bureau où il y a une personne sur tous les 10 places qui est assise. Mais donc, pour éviter de répéter, moi, je voulais peut-être insister sur les points de vigilance que nous, on note chez nos clients qui sont très hybrides, qui pratiquent énormément le télétravail. Premier élément de vigilance par rapport à ce mode de fonctionnement hybride, c'est le processus d'onboarding. Les collaborateurs, quand ils arrivent dans une entreprise, lors des 6 premiers mois, c'est une zone de vigilance. C'est le moment où ils vont apprendre leur job, qu'ils vont s'imbiber de la culture d'entreprise et que cette période-là, il faut avoir une attention particulière parce que le faire en remote, c'est beaucoup plus dur. Deuxième élément de vigilance, c'est le middle management. C'est eux qui sont en première ligne vis-à-vis des collaborateurs qui sont hybrides. Et c'est souvent eux qui sont le moins formés. C'est souvent eux qui ramassent un peu les pots cassés. Et il faut pouvoir les accompagner. Beaucoup d'entreprises avec qui on travaille ont mis en place des programmes de managers pour justement les familiariser avec le management à distance, les outils, mais aussi comment détecter les signaux faibles, etc. Et troisième élément de vigilance, être plus
vigilant sur les profils un petit peu fragiles, la santé mentale des collaborateurs. Ça touche pas tout le monde, mais on a pu constater que certaines personnalités n'étaient pas forcément très à l'aise avec la pratique du télétravail et que on pouvait observer des formes de décrochage pour certains d'entre eux. Et donc, faire attention. Ce qui est difficile, c'est qu'on n'arrive pas à l'anticiper et donc arriver à comprendre quels sont les signaux faibles et que même si ce sont des signaux faibles, il faut pouvoir réagir tout de suite pour les managers, mettre en place un dispositif, soit entre le manager et le collaborateur, soit avec les RH, soit, et c'est souvent ça qui marche, avec des personnes tierces en dehors de l'entreprise. Il y a des plateformes pour ça qui existent. Et donc, accompagner finalement cette population de collaborateurs un peu plus fragiles, quoi. On va poursuivre. Oui, pardon. Albert, allez-y. Je rebondissais sur juste pour ce que disait Maël, qu'effectivement, il va falloir réinventer les moments où on va se retrouver. Pour avoir ces moments où on est ensemble physiquement, on reste des êtres humains. Et donc, se retrouver de manière semestrielle avec toute l'entreprise, en équipe de manière mensuelle et aussi de manière un peu diagonale entre des personnes qui ne sont pas forcément dans ma fonction d'entreprise. Je vais pouvoir les rencontrer. Voilà. Merci Albert, ça fait justement le lien puisque sur madines.com, vous êtes nombreuses et nombreuses à nous poser des questions et ça fait lien avec la question que je vais vous poser. C'est une question qui nous est posée par France. Quelles sont les meilleures solutions pratiques que vous avez recensées pour garantir le lien et la rencontre de tous les effectifs, à tous les trois? Concrètement, les exemples que vous pouvez nous proposer qui permettent de conserver le lien entre collaboratrices et collaborateurs. Peut-être Maël déjà en termes de REX, car ça vous concerne beaucoup avec vos 400 collaborateurs. Oui, exactement. Je pense qu'effectivement, nous, il y a des choses qu'on a mis en place qui fonctionnent, mais c'est encore beaucoup de choses en fait à travailler sur le sujet. Donc c'est vrai que pour moi, le meilleur moyen de garder le lien, c'est aussi de demander aux gens en fait, d'être proactifs dans leur équipe et vraiment de partager les moments d'équipe. Alors, des moments d'équipe, ça ne veut pas forcément dire des after-work, des team building, ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Juste le fait de se dire, on se retrouve au bureau, on travaille sur un projet commun, ou juste de savoir qu'on est tous là au bureau à travailler au même moment, à pouvoir ne serait-ce que partager un déjeuner ensemble. Déjà, ça, c'est un grand vecteur de lien. Après, voilà, pour les équipes qui sont vraiment en remote et où on peut se dire finalement, oui, 2 jours par semaine, enfin 2 jours par mois, ça fait finalement peu. En fait, pour créer un lien, il faut vraiment pas hésiter en fait à instaurer des routines au quotidien ou de manière hebdomadaire. Par exemple, des lancements de journée qui peuvent, on pourrait le café du matin, comme si on était au bureau ensemble, on se prend 10 minutes juste pour se dire tous bonjour et boire rapidement son café. Ou au contraire aussi créer des petits moments informels au cours de la semaine. Nous, on a instauré cette pratique, soit les random coffee, où on peut tirer en fait des gens au hasard de toute la société et pouvoir échanger avec eux. Ou au contraire, on se fait ça plus au niveau des équipes pour vraiment fédérer et puis aussi d'autres choses que le travail. C'est aussi ça qui crée le lien, parce qu'on était tous à l'époque, on se retrouvait tous autour de machines à café. C'est là qu'on échange des petits problèmes du quotidien, des choses que les enfants ont fait le soir en rentrant, voilà, ce genre de choses. On a une nouvelle question sur madines.com. Lynn est très alignée sur le fait que le remote n'est pas pour tout le monde. L'ancienneté, la seniorité, le poste et même parfois juste la personnalité des collaborateurs. Lynn a une question. Lorsqu'un collaborateur est en télétravail, quels sont les impacts pour les entreprises en termes d'assurance et de fiscalité? N'y a-t-il pas aussi des avancées à faire en termes de législation afin de pérenniser le futur emploi? Qui souhaite répondre à Lynn? On parlait effectivement de ces conventions collectives, près de 10 000 qui ont été signées depuis 2017. On a effectivement un cadre légal. Est-ce que vous observez de votre côté? Ça peut être oui, ça peut être non, effectivement. Là aussi, Albert, Zahir ou Maël? Moi, je peux peut-être partiellement répondre à la question, oui. En toute humilité, parce que c'est évidemment pas les aspects légaux, c'est toujours un petit peu sensible. Effectivement, donc nous, ce qu'on voit, c'est que énormément d'entreprises sont en train de mettre en place des accords d'entreprise ou des politiques de télétravail en place, donc avec les votes des syndicats, etc. Derrière tout ça, effectivement, ce que nous, on retrouve souvent derrière la pratique du télétravail, ce sont les forfaits télétravail. Donc, comment est-ce que je vais
indemniser le collaborateur sur sa pratique du télétravail, partant du principe que ouais, mais moi je vais pouvoir faire des économies sur mon mode de fonctionnement dans mes bureaux. C'est normal qu'une partie de ça soit rétribuée au collaborateur pour qu'il puisse se payer un bureau, une connexion Internet, etc. Et donc là, beaucoup d'entreprises ont commencé sur un mode par jour de télétravail et puis tout se repasse maintenant sur des modes forfaitaires. Et puis donc c'est là-dessus que je voulais assister, mais peut-être passer la main à mes confrères pour pouvoir avoir des sujets des assurances que je maîtrise un petit peu moins, pour être tout à fait honnête. S'il souhaite y répondre, hein, parce qu'on peut avoir des réponses, comme ne pas avoir de réponse, Maël, Zahir. Je ne suis pas un expert, hein. Nous, on est vraiment fournisseur de solutions de déplacement. Donc, l'aspect télétravail en tant que tel, ce n'est pas quelque chose auquel on est confronté directement. En tout cas, c'est un usage dérivé. Je peux peut-être rebondir plutôt sur la question de France précédemment, sur les best practices que j'ai vues chez des clients, les choses intéressantes. Donc, pour moi, il y a 2 points. C'est effectivement, quand on est du télétravail, on doit réunir les équipes. Et il y a 2 choses essentielles. La première, c'est de les réunir souvent et le faire dans des conditions, dans des bonnes conditions. Donc, typiquement, nous, ce qu'on a développé sur la solution, parce qu'on s'est rendu compte que c'est un vrai sujet, c'est qu'on peut faire des team events. Donc, team event, c'est quoi? C'est vu qu'on a des solutions flexibles pour louer des bureaux, généralement, on peut prendre aussi des solutions un peu partout en Europe. On a dans l'outil la possibilité de dire, je suis une équipe entre Marseille, Paris, Berlin, Barcelone. Quel est le meilleur endroit pour se rencontrer? Et l'outil va proposer, par rapport au prix des billets d'avion, par rapport au prix des hôtels, etc., une destination. Et ça, c'est une pratique qu'on a eue dans certaines. On a développé l'outil, donc certains l'utilisent, d'autres non. Mais en tout cas, ça peut être un moyen sympa de se retrouver dans des villes et pas forcément Paris, parce que tout le monde vienne à Paris, c'est beaucoup plus cher et peut-être beaucoup moins sympa. Donc, c'est aussi une façon peut-être de réunir les équipes de façon régulière. L'autre élément, c'est ce que j'étais tout à l'heure, c'est que une personne qui est dans le sud de la France et qui doit venir tous les mois ou 2 fois par mois, il faut qu'elle ait effectivement son allocation de déplacement, etc. Mais il faut que ça soit simple pour elle. Il faut qu'elle ait un outil moderne et que ça soit un non-sujet. Si elle passe une demi-journée par semaine à planifier ses déplacements, à faire ses notes de frais, etc., c'est ingérable. Donc là, c'est aussi dans ce cadre-là que la solution complète qu'on propose fait sens. On peut proposer que du voyage, il y a des sociétés qui font que du voyage avec nous, mais c'est là où vraiment la partie carte, expense, etc., comme ça devient un non-sujet. Et je vais raconter une dernière histoire qu'on a eue d'un client. J'étais assez étonné, justement par rapport au télétravail, et un exemple dérivé qu'on n'a pas du tout en tête. En fait, on parlait avec un client de la solution de voyage et de carte, et c'était un cabinet de consulting, d'accord? Donc, leur métier, c'est d'envoyer des consultants chez leurs clients avec un tarif horaire plutôt onéreux. Donc, c'est compliqué pour eux de justifier le fait que les consultants n'aillent pas chez les clients. Et donc, ils nous disaient, en fait, la carte, ça va nous permettre de mettre un budget 2 fois par semaine pour que les consultants puissent inviter leurs clients à déjeuner. Et donc, ça va être incitatif pour retourner sur site parce qu'on n'arrive pas à les faire revenir sur site. Et j'étais assez interloqué par l'exemple, mais voilà, c'est le type de cas d'usage qu'on peut voir qui n'existait pas avant cette période Covid et cet essor du télétravail, mais il y a des nouveaux use cases qu'on ne soupçonne même pas. Donc voilà, la petite histoire. Merci Zahir. Merci à tous les 3. Ce webinaire touche à sa fin, ce webinaire sur lequel nous avons disserté sur le remote work. On espère que cela vous a passionné. Je remercie Zahir, je remercie Maël, je remercie également Albert pour votre participation. Merci à tous. Je remercie également celles et ceux qui nous ont suivis sur madines.com. Je salue bien sûr celles et ceux qui vont consommer ce contenu dans les prochains jours. Vous pourrez bien sûr contacter naturellement nos 3 intervenants sur LinkedIn, entre autres, pour en savoir plus sur le sujet, pour en savoir plus également sur les solutions. Quant à nous, sur madines.com, le média pour comprendre l'économie de demain. La journée ne s'arrête pas, bien au contraire, ce webinaire se termine, mais la rédaction, bien sûr, a encore beaucoup d'actualités à partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée et à très vite pour un nouveau webinaire.